11h30 sur LCI, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous du dimanche matin, Esprit critique avec le sociologue Gérald Bronner. Bonjour Gérald. Bonjour Paula. Vous êtes expert des croyances collectives, sociologue, je le disais, professeur à la Sorbonne. Nous a rejoint également Jordan Olivier. Bonjour, journaliste pour LCI. Avec vous, justement, on va regarder la toile et on va se demander si la guerre entre les États démocratiques et les géants du numérique n'a pas vraiment commencé, puisqu'il y a deux actualités, Gérald, que vous avez remarqué finalement. D'abord, la France qui met en examen le milliardaire Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Et puis, au Brésil, l'utilisation du réseau social, le réseau d'Elon Musk, qui a été suspendu. Deux sanctions donc de deux pays qui ne se sont pas coordonnés, qui vous ont quand même interpellé. Oui, ça me semble deux événements importants dont on pourrait croire qu'ils sont liés à une coïncidence, tout simplement. Mais je ne crois pas tant que cela, bien que les situations soient très différentes. Je crois que ça annonce au contraire, en effet, quelque chose comme un bras de fer entre les États, et en particulier les États démocratiques, et ce qu'on appelle les géants numériques. Et justement, ce bras de fer, il s'illustre, Jordan Olivier, justement, entre le patron de Twitter et un juge de la Cour suprême au Brésil. Oui, c'est un véritable combat. Dans le coin gauche, Alexandre de Moraes, juge brésilien à la Cour suprême, et à ma droite, Elon Musk, évidemment le milliardaire bien connu, propriétaire du réseau social Twitter. La tension est montée entre les deux hommes il y a quelques semaines, très précisément le 31 août dernier. C'est monté vraiment à son paroxysme, puisque le magistrat a décidé de suspendre le réseau social X pour l'ensemble des Brésiliens. Une annonce qui a provoqué la colère d'Elon Musk. Regardez comment Elon Musk a qualifié le juge. Je n'arrête pas de dire aux gens que ce type est le dictateur du Brésil, pas un juge. Les mots sont très très forts. Il poursuit même en le comparant à Voldemort. Vous savez, Voldemort, c'est le méchant dans la saga Harry Potter. Il a fait ce montage donc pour comparer le juge de Moraes à Voldemort. On peut tenter de comprendre l'amertume d'Elon Musk. Tout d'abord, la première chose, c'est que le Brésil, c'est 22 millions de comptes X. Donc c'est vraiment un marché extrêmement important pour Twitter, ex-Twitter X. Et c'est le 6e marché mondial d'ailleurs pour la firme américaine, dans un pays où 79% des citoyens s'informent grâce aux réseaux sociaux notamment. Il faut le rappeler quand même, cette brouille entre le patron de X et ce juge n'est pas vraiment nouvelle. Non, elle a débuté même il y a plusieurs mois. Le 7 avril dernier, une enquête est ouverte à l'encontre d'Elon Musk. Alexandre de Moraes évoque une présumée instrumentalisation criminelle de X. Encore une fois, là, les mots sont très très forts. Le bras de fer est engagé. Le milliardaire crie à la censure. De Moraes, de son côté, évoque de la désinformation. Il fait de ce sujet son cheval de bataille. Il avait déjà ordonné la fermeture de plusieurs dizaines de comptes ultra-conservateurs proches de l'ancien président Jair Bolsonaro, des comptes accusés de diffuser des fake news, comme cette photo, vous allez la voir, qui circulait sur les réseaux sociaux et révélée par Tristan Mendes France. C'était lors des émeutes au Brésil en janvier 2023. Des manifestations réclament le code source. C'est une référence en fait aux élections présidentielles au Brésil en 2022 remportées par Lula, puisque les votes avaient été comptabilisés de manière électronique. Et les pro-Bolsonaro dénonçaient une fraude. Les pro-Bolsonaro, justement, qui ont défilé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 7 septembre dernier, jour de l'indépendance du Brésil. Vous allez voir sur ces images plusieurs milliers de manifestants qui ont défilé, notamment contre le juge de Moraes. Alors, c'est pas toujours de très bon goût, vous le voyez. Non. Mais en tout cas, ils sont plus du côté d'Elon Musk avec cette pancarte « Merci Elon Musk ». Donc, on sent quand même cette société brésilienne assez fracturée entre les pro-Twitter, ex-Twitter et les anti. Et on voit bien, Gérald, merci Jordan, ce bras de fer qui se joue donc là entre, d'un côté, la justice démocratique et ces géants du numérique. Est-ce que finalement c'est une première au Brésil ? Est-ce que le Brésil est le seul à avoir pris une décision aussi radicale ? Alors dans, c'est une ligne de fracture qui traverse beaucoup de sociétés, mais c'est vrai que si on fait un tout petit peu d'histoire récente et qu'on regarde les pays qui ont interdit, parce que c'est pas une première, des réseaux sociaux, là on a je crois une cartographie à l'écran, oui, alors la Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, etc. Il y a comme une odeur politique particulière, on s'aperçoit que ce sont pas exactement des démocraties, ou en tout cas des démocraties à minima illibérales, comme on dit, et c'est pas vraiment un étonnement, parce qu'effectivement toute forme de tyrannie politique cherche à contrôler le marché d'information. Une des premières choses qu'a fait la Chine, par exemple, c'est tout simplement
simplement d'interdire Facebook, Google. Mais ils n'ont pas interdit les mondes numériques. Ils ont créé leur propre monde numérique. Il y a le Weibo chinois, par exemple. C'est l'équivalent de Twitter ou de X maintenant. Parce qu'évidemment, il y a un contrôle politique sur ces appareils. Et vous savez combien même les grands entrepreneurs chinois redoutent aujourd'hui le pouvoir politique chinois. Et alors, ça nous rappelle aussi que les réseaux sociaux, c'est une voie de liberté possible. Parce qu'on va être amené souvent à les critiquer. Mais souvenez-vous, par exemple, que les printemps arabes ont pu compter notamment en Tunisie, sur Facebook pour diffuser de l'information, c'est-à-dire contourner le contrôle politique de l'information. Puis il y a un deuxième effet, c'est que souvent, sous forme de tyrannie, on ne sait pas ce que pense le voisin. Le pire, évidemment, c'est la tyrannie soviétique où même parfois dans les propres familles, on se dénonçait les uns les autres. Ça crée une paranoïa et les réseaux sociaux permettent de savoir que les autres pensent comme nous, en quelque sorte. Vous vous rappelez la fable du roi est nu? Si un enfant dit tout à coup le roi est nu, tout le monde s'aperçoit qu'il est nu alors qu'auparavant on n'osait pas le dire. Mais alors là, vous avez cité la Chine, la Corée du Nord, mais le Brésil, c'est pas une démocratie illibérale, c'est une démocratie. Alors absolument, c'est là que ça devient intéressant. C'est une démocratie jeune, depuis 1988, la constitution brésilienne. Mais on voit que c'est une vraie démocratie, d'abord parce qu'elle a su résister justement aux revendications populistes qui affirmaient que les élections avaient été truquées, un peu comme aux États-Unis. Il y a comme des éléments de ressemblance. Donc c'est une démocratie relativement solide maintenant. Mais en effet, c'est une première parce qu'on a bien compris pourquoi les tyrannies voulaient mettre sous couvercle le marché de l'information. Mais si les démocraties le font, c'est qu'elles sont aussi perturbées aujourd'hui par les flux numériques, n'est-ce pas? Alors ça paraît tout à fait en contradiction avec les origines d'Internet. On n'a pas le temps de tout raconter, mais on se souvient que d'abord, Internet, ça a beaucoup intéressé les militaires, mais c'est aussi intéressé les universitaires, notamment sur la côte ouest des États-Unis. Ça s'appelait ARPANET à l'époque. Et ces universitaires sur la côte ouest étaient aussi imprégnés d'une forme de culture libertaire. On imaginait que grâce au monde numérique, par exemple, on allait créer, et c'est un peu vrai, une horizontalité des rapports sociaux. Tout le monde allait pouvoir prendre la parole, dire ce qu'il pensait. Il y a eu une grande utopie. Très grande utopie, qui n'était pas d'ailleurs déraisonnable, même si on voit qu'elle a une, comme toutes les utopies, il y a toujours une face obscure qui apparaît. On a beaucoup aussi défendu à ce moment-là l'anonymat ou le pseudonymat, c'est-à-dire le droit d'être quelqu'un d'autre, d'avoir un autre nom. Et on voit que c'est très répandu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un des penseurs de cette époque, John Perry Barlow, avait fait en 1996 un texte qui s'appelait « Déclaration d'indépendance du cyberspace ». Le cyberspace, c'est comme ça qu'on a appelé les mondes numériques. Et il avait mis en épigraphe de son texte une phrase célèbre de Thomas Jefferson, l'un des fondateurs de la démocratie américaine, qui disait « La vérité peut se défendre toute seule ». C'était l'idée que si les idées la vérité peut se défendre toute seule, c'est ça cette phrase. C'est l'affirmation de Jefferson, ça c'est l'espoir démocratique aussi du siècle des Lumières. Il suffirait qu'on soit dans un monde où toutes les idées peuvent se défendre librement, donc liberté d'expression, et forcément la vérité va s'imposer. Malheureusement, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas, et surtout dans des démocraties, puisqu'il y a la liberté d'expression. Est-ce que finalement ces pays, ces démocraties ne sont pas plus fragiles que les autres? C'est la question qu'on est en train en effet de se poser aujourd'hui, parce que les démocraties sont les systèmes politiques qui sont le plus sensibles évidemment au mouvement d'opinion publique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple supposé. C'est pour ça d'ailleurs que c'est dans ces pays aussi, et on voit dans les dernières décennies, où il y a une inflation de sondages. On cherche sans cesse à percer la volonté, en tout cas instantanée, vue par un sondage, de la majorité. Et je ne dis pas qu'on gouverne à vue avec ces sondages, mais on voit bien que ça a une importance pour la décision. Donc il est évident que si cette opinion politique, elle est contaminée par un certain nombre de fausses informations, ça met en péril les démocraties. Et nous autres, les chercheurs, c'est le genre de questions qu'on se pose. La littérature est maintenant abondante, mais je retiens un article qui a été publié dans la revue Nature. Vous savez, Nature, c'est une grande revue de diffusion de la connaissance scientifique, et qui fait une analyse de 496 articles scientifiques publiés sur cette question. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. D'accord. Et les résultats de cet article sont un peu inquiétants. Je dois vous dire que ça va plutôt dans le sens du pessimisme, c'est-à-dire qu'en effet, les démocraties sont en partie menacées pour les flux numériques, et je résume beaucoup, mais pour 3 raisons principalement. Premièrement, remarque l'article, c'est parce que ça encourage ce qu'on appelle la polarisation homophilique. Pardon d'utiliser des grands termes, c'est pas si compliqué que ça, c'est que dans la vie sociale, on se réunit beaucoup entre gens qui pensent la même chose, qui ont les mêmes opinions politiques, etc. Eh bien, Internet amplifie cela, ça crée de la diversité, on se dispute sans cesse, mais en même temps, on va en quelque sorte se réfugier dans des espaces numériques
par exemple des boucles WhatsApp. On a vu ça justement au Brésil avec Bolsonaro qui diffusait beaucoup de fausses informations, ou Telegram, ou même sur des groupes privés Facebook. Ça veut dire qu'on est dans des bulles, chacun dans sa bulle finalement, et qu'on ne côtoie pas l'autre. On a parlé finalement aussi de guerre civile froide sur des mondes numériques qui ne se rencontraient plus. Alors on les côtoie beaucoup plus qu'on le croyait sur les réseaux sociaux, on se dispute beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflictualité, mais en même temps, encore une fois, on se protège dans des terriers de lapins où on va se parler entre nous, et quand on se parle entre nous, on a tendance à se radicaliser. C'est ça qu'on appelle la polarisation homophilique. Et puis, les deux autres points, je les résume en une seule phrase, c'est que ça favorise beaucoup les propositions politiques dites populistes, c'est-à-dire celles qui vont dans le sens de nos intuitions. Par exemple, la réclamation de la loi du talion en matière morale, s'il y a un fait divers qui nous éprouve, on est tous émus, on a envie que la personne soit punie à la hauteur de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire en sortant même éventuellement du cadre du droit dans les démocraties libérales. Et puis surtout, ça affecte aussi toute forme de confiance. Les informations qui se diffusent sur les réseaux sociaux, elles sont très corrélées à la baisse de confiance. Plus vous allez sur les réseaux sociaux, moins vous allez avoir confiance dans le pouvoir politique, dans le pouvoir des médias, et y compris dans le pouvoir scientifique sur certaines questions comme les vaccins, par exemple. Alors, comment est-ce que les démocraties se défendent? Est-ce qu'il n'y a que le Brésil qui réagit, ou est-ce que nous, la France, l'Europe, on montre aussi les muscles? Alors, non, il n'y a pas que le Brésil, justement. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait une coïncidence qui est en train de se produire. Je crois qu'en Europe, il y a beaucoup d'initiatives un peu partout dans le monde, mais l'Europe est peut-être, félicitons-nous de cela, je crois, à la pointe mondiale sur cette question avec le Digital Services Act qui a été mis en acte justement à partir de 2024. Et c'est très important l'Europe, vous voyez, parce que la France n'avait peut-être pas la masse critique pour rentrer dans un bras de fer justement contre des entreprises comme Facebook. Le Brésil, c'est autre chose. Il a bien été dit que, en fait, c'est un poids, c'est le 6e marché pour X, donc ça pèse quelque chose. Oui, numériquement, c'est plus fort. Voilà, donc ça dépend de la démographie, en fait, tout simplement. Et nous n'avons pas la démographie de la Chine ou ni même du Brésil, en l'occurrence en France. Et donc, on s'est réunis. L'Europe permet d'atteindre cette masse critique. Et le Digital Services Act, c'est grosso modo une demande de la part de ces réseaux sociaux de s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'on les convoque grosso modo une fois par an, pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait concernant, par exemple, des informations relevant de la pédocriminalité, de la fausse information, alors on le voit là, de la transparence en ligne, de contenu illicite, d'appel au terrorisme, etc. Et ils sont obligés de rendre un rapport pour montrer ce qu'ils ont fait, pour limiter les dommages de ce qu'ils peuvent créer. Est-ce que c'est pas un jeu de dupes? Pardon, je vous interromps, mais est-ce que vraiment on leur demande tout ça, la lutte contre les contenus illicites? On a bien vu qu'on demandait beaucoup de choses au fondateur de Telegram, et lui, justement, a essayé d'échapper à toutes ces règles. Alors, il a échappé à toutes ces règles, mais ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que depuis sa mise en examen, comme un grand mystère, tout à coup, Telegram s'est mis à collaborer avec les services de police. Notamment, il y avait plus de, je crois, 2600 demandes de la gendarmerie qui avaient été faites sans aucune réponse. C'est quand même un énorme problème. Et alors, il y a un autre élément aussi important dans le DSA, dans le Digital Services Act, c'est qu'on ouvre les données aux chercheurs. Ça peut sembler anodin, mais c'est très important quand on veut comprendre un virus. Pour pouvoir fabriquer éventuellement un vaccin, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Et sinon, on est obligé de leur faire confiance seulement à eux. Il ne faut pas oublier qu'ils risquent quand même, s'ils ne répondent pas aux demandes du DSA, 6% de leur chiffre d'affaires mondial en termes d'amende, ce qui n'est pas tout à fait rien. Ça n'a jamais été mis à exécution pour l'instant, mais on voit qu'il y a quand même une menace possible. Alors justement, cette menace et cet arsenal de juridiction européenne, elle ne plaît pas du tout à Elon Musk, toujours lui, qui mène un autre bras de fer, mais cette fois c'est avec le commissaire européen Thierry Breton, Jordan Olivier. Oui, le 12 août dernier, souvenez-vous, on était à quelques heures de cette interview de Elon Musk, justement, il interviewait Donald Trump, et quelques heures avant cette interview, dans le cadre justement de ce fameux DSA dont vous parliez, Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, envoie une lettre au milliardaire. Le ton de la missive est assez ferme, vous allez le voir. Mes services et moi-même serons extrêmement vigilants concernant d'éventuelles violations du DSA. Nous n'hésiterons pas à utiliser tous les outils à notre disposition si cela s'avérait nécessaire pour protéger les citoyens français. Bon, l'objectif était assez simple, en vérité, c'est de rappeler les obligations de modération du réseau social. Bon, une nouvelle fois, ça c'est pas une surprise non plus, Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de répondre sur X, évidemment, avec un tweet qui va s'afficher à l'écran, une référence au film Tonnerre sous les tropiques et une mention qui n'est pas forcément nécessaire de traduire. Il a été assez insultant envers Thierry Breton. Donc là aussi, une nouvelle fois, ça a chauffé. Vous pouvez le voir avec ce tweet d'Elon Musk. Ça a chauffé entre Thierry Breton et le milliardaire de X.
Il dit, pour être honnête, j'avais vraiment envie de répondre avec ce même tonnerre sous les tropiques, mais je ne ferai jamais quelque chose d'aussi grossier et responsable. Mais il y a quand même, on va pas traduire, mais c'est en gros écrit je t'emmerde. C'est-à-dire que Elon Musk, vraiment, en gros, dit à l'Europe qui tente de le réguler, eh bien, ça sera sans moi. Oui, alors ce qu'il n'a peut-être pas apprécié, notamment, c'est que le DSA l'oblige à avoir un responsable juridique sur le territoire national, ce qu'il n'a pas voulu accorder aux juges brésiliens. C'est entre autres pour ça que le réseau a été interdit. Donc, bah oui, ça lui fait pas plaisir. Et on voit bien que ce sont des gens qui sont un peu aussi enivrés par leur propre pouvoir. Ils ont une culture de geek un peu populaire, comme ça. Alors, on a vu Voldemort, etc. sont des références, des clins d'œil sans cesse à ces réseaux. C'est vrai que depuis que Elon Musk a repris X, on ne peut pas dire que les choses se soient particulièrement améliorées. Non, et d'ailleurs, lui, quelquefois, diffuse lui-même des fausses informations. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une loi, justement, carrément, pour interdire les fausses informations ? Alors, c'est-à-dire que... je pose une question évidemment naïve, mais bon, pourquoi pas ? C'est une excellente question, mais précisément, c'est typiquement le genre de question auquel il faut faire attention dans notre réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans le sens immédiat de notre intuition. Parce que notre intuition dirait, il y a un problème, il suffit de faire une loi pour interdire le problème et on aura pu en subir les effets. Ça a été fait un peu en France. Par exemple, il y a eu la loi Avia qui a tenté, en effet, par exemple, de punir la diffusion de fausses informations, de la haine en ligne, etc. Elle a été en grande partie évidée par le Conseil constitutionnel qui l'a jugée inconstitutionnelle parce qu'elle était comment dirais-je, elle altérait trop la liberté d'expression. N'oubliez pas que la liberté d'expression, c'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a été repris d'ailleurs par la loi de 1881. Mon sentiment, mais je ne suis pas juriste, c'est que la loi de 1881, elle est d'une certaine façon suffisante si elle est bien appliquée. Elle a été très aménagée, elle a été largement complétée sur, par exemple, des attaques de haine, d'insultes, sur les préférences sexuelles, sur la race, etc. Donc on a largement amélioré cette loi, on l'a rendue très efficace. Il faudrait l'appliquer, mais elle préserve aussi la liberté d'expression. C'est-à-dire que quand on écrit ce genre de loi, il faut toujours le faire la plume tremblante, parce que ce type de loi pourrait être utilisé si l'avenir politique changeait de façon liberticide. Elles ont déjà été utilisées contre, par exemple, des opposants politiques dans certains pays comme la Turquie. Oui, mais alors Gérald, si on vous écoute, ça veut dire que vous donnez presque raison aux manifestants brésiliens et que selon vous, eh bien, la décision du Brésil est trop radicale. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire il y a censure si on bannit le réseau social X d'un pays ? En tout cas, la décision est très radicale. Il faut le dire parce qu'elle prive tout simplement des utilisateurs de X de canaux de transmission d'informations. Donc elle ne punit pas seulement Elon Musk. Il y a aussi un investissement quand vous avez un compte sur un réseau. Parfois, c'est des années de travail. Et si tout à coup votre compte saute, eh bien, on vous retire une partie de votre appareil de travail. Vous en savez quelque chose quand vous êtes journaliste, etc. Les réseaux sociaux, ça compte. Ceci étant, ça nous ramène quand même à une question fondamentale. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ce thème. C'est une question presque philosophique qui traverse toute l'histoire de la philosophie politique. C'est-à-dire comment faire en sorte de préserver les libertés tout en se rappelant que l'usage excessif de la liberté est toujours tyrannique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Hobbes dans un grand livre qui s'appelle Le Léviathan. On peut toujours inviter les téléspectateurs à jeter un œil sur ce classique de la philosophie. Et Thomas Hobbes nous rappelle ce paradoxe que toutes les lois, paradoxalement, sont créées pour préserver nos libertés. Parce que les lois empêchent l'expression de la liberté des autres, d'enfreindre par exemple mon intégrité physique tout simplement, ou de me voler si j'ai une propriété privée. Et donc c'est un peu la même chose paradoxalement pour les réseaux sociaux. Il faut absolument préserver la possibilité de la liberté d'expression, mais ne pas oublier qu'un usage excessif de cette liberté est paradoxalement liberticide. Donc pour vous, ce bras de fer, il ne fait que commencer. Est-ce que vous pouvez penser qu'il va donner, je ne sais pas, du courage ou de la force, ou que d'autres pays vont imiter ces décisions? Oui, c'est en ça qu'il est utile, c'est qu'il montre que c'est potentiellement possible et ça sert d'avertissement. Parce que finalement, les acteurs dont on parle, Pavel Durov ou Elon Musk, ils ne sont pas si courageux que ça. Ils sont un peu fiers à bras, mais on le voit avec la collaboration présente de Telegram. Il suffit parfois un peu de montrer sa force. Simplement, il faut faire attention de montrer sa force et que ça soit suivi d'effets. Parce que rien n'est pire pour le pouvoir politique que d'exhiber une force
et d'exhiber immédiatement ensuite ses faiblesses et de ne pas pouvoir mettre ces menaces, si je puis dire, à exécution. Mais on voit poindre un peu partout des mesures qui ne sont pas aussi autoritaires que celles-là et qui montrent que les mondes numériques et les démocraties, ça nécessite un dialogue, par exemple, y compris en France, avec la proposition de suspendre, ça c'est à l'état expérimental, l'utilisation des téléphones portables dans les collèges. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un téléphone portable en cours? Ben non, peut-être qu'on peut le mettre à l'entrée et le récupérer. Ou même en Australie, prenez, au mois d'août, une loi qui a été promulguée pour le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion. J'ai le droit de me déconnecter, c'est-à-dire de ne pas répondre à des mails professionnels pendant le week-end. Eh bien, tout ça. Eh bien oui, voilà. Moi je valide ce droit à la déconnexion. Nous en prenons bonne note. Merci. Merci Gérald Bronner, merci, c'était passionnant. On vous retrouve désormais tous les dimanches matins sur LCI à 11h30.